Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Amandine Lombard, qui est conseillère et manager en immobilier. Bonjour Amandine. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Est-ce que, s'il te plaît, Amandine, tu peux te présenter et notamment nous dire comment est-ce que tu es arrivée à devenir conseillère en immobilier chez IAD France? Oui. Alors, comme tu l'as dit, je suis donc conseillère et manager en immobilier indépendante sur Lyon et sur l'Ouest lyonnais. Donc, c'est-à-dire que, en gros, je suis conseillère en immobilier d'un côté. Donc, je vais accompagner des clients vendeurs, acquéreurs, donc à vendre et à acquérir un bien immobilier. Et puis, de l'autre côté, j'ai une casquette un peu de manager, coach d'une équipe de 20 collaborateurs que je vais suivre, accompagner sur le terrain au quotidien, les former pour qu'ils montent en compétences. Pour l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui m'a toujours drivé. J'ai eu beaucoup d'idées de création d'entreprise, mais j'avoue que j'ai pas pris le risque parce que souvent, les idées que j'avais me demandaient un gros engagement financier. Et j'ai pas osé prendre ce risque-là. Souvent, c'est le cas chez les femmes. On a peu de femmes entrepreneurs, enfin, en tout cas, beaucoup moins que les hommes. Et puis, je me suis vraiment laissée guider par ma valeur numéro un, qui était la liberté. Donc, c'est vraiment pour cette raison que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. En fait, le modèle économique sur lequel j'ai basé mon entreprise, c'est une agence 100% digitale. Hmm, Donc, en fait, ça m'a permis de me lancer sans cette prise de risque-là, avec très peu de frais de structure en fait par rapport à une agence classique. Ce qui a permis aussi ben, aujourd'hui, il a vu le contexte économique, de pouvoir résister à cette crise immobilière et voilà vraiment perdurer parce que je subis pas ces charges-là qu'une agence vitrée peut avoir. d'accord. Donc, effectivement, c'est assez différent d'être à son compte, indépendant comme tu l'es par rapport à des gens qui vont avoir des salariés. Néanmoins, tu as une équipe, on reviendra dessus. Avant ça, j'aimerais bien parce que tu t'es quand même lancé. Tu dis c'est plus léger, c'est moins risqué, etc. N'empêche que tu t'es lancé à ton compte, donc c'est quand même. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que tu t'es lancé? Une prise de recul, je pense, à un moment, j'avais la trentaine, je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées avant et j'avais un vrai problème d'éthique par rapport à mon poste. En fait, j'accompagnais des entreprises qui, pour moi, ne véhiculaient pas les valeurs que je représentais. Et à ce moment-là, j'ai pris le temps que je n'avais jamais pris le temps de prendre avant. Donc, j'ai arrêté de bosser, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et j'ai pris 6 mois de réflexion pour voir concrètement bah, travailler sur mes valeurs, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et voilà, l'entrepreneuriat est vraiment ressorti. Donc après, j'ai associé le domaine d'activité, mais j'ai vraiment été guidée par le fait d'entreprendre. Ouais. D'accord, top. Et alors parlons de l'entreprise ou de ton approche. À qui est-ce que tu t'adresses spécifiquement? Quelle est l'unicité de l'approche pour eux? Tu nous en as parlé pour toi, le fait d'avoir une agence digitale, etc. Qu'est-ce que ça apporte aux clients? À qui vous vous adressez et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, qui sont satisfaits et peut-être qu'ils vous recommandent aussi. Ouais. Alors, déjà, mes clients, principalement, ça va être des clients particuliers. Donc, ils sont dans un process de recherche de biens ou de vente de biens, principalement sur Lyon et l'Ouest lyonnais, mais après, c'est vrai que j'ai pas de secteur géographique, donc j'interviens un peu de partout. Et comme tu viens de le dire, j'ai aujourd'hui la chance de travailler que sur recommandation, par bouche à oreille, donc ça, c'est un vrai luxe, pas parce que tu sais que tu arrives aussi un peu en position de force. Google et les réseaux sociaux aussi m'apportent pas mal de business. Donc ça reste un milieu où tout se sait, un petit monde, même si on est nombreux. Et il faut vraiment être pour moi irréprochable et professionnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je m'attelle à faire. C'est ce qui fait justement cette recommandation de demain. Et l'humain, c'est vraiment la chose pour laquelle je me suis lancée dans ce métier-là. Moi, je suis pas une vraie commerciale à la base. J'utilise ces compétences-là, mais mon objectif, c'est vraiment d'accompagner sur des projets humains. Et l'immobilier, c'est avant tout un métier d'humain.
Donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait qu'ils me choisissent? Bien sûr, je m'appuie sur un réseau qui, moi, me permet d'utiliser les bons outils et de pouvoir me différencier aussi de la concurrence. Mais honnêtement, les clients, ils nous choisissent pour nous, pour qui on est, parce que justement, on a cette relation, ce partenariat et cette humanité. Donc, j'essaye toujours de rester tenace. Mes clients disent souvent que je ne lâche jamais rien. Donc, j'ai souvent des dossiers compliqués, mais en fait, j'aime ça parce que ça reste un métier qui n'est pas simple. On ne se rend pas compte comme ça, justement, on pense qu'une vente immobilière, c'est facile. Mais ben, on fait face à des aléas, à des contraintes techniques, à de l'humain. Il y a beaucoup de hauts, de bas. C'est un métier qui est très psychologique. Donc voilà, on s'adapte énormément et j'essaye de garder cette ténacité et cette motivation, quoi qu'il arrive. Et tes clients, du coup, c'est les acheteurs ou les vendeurs? Les deux. Les deux? Ok. Les deux, parce que tu peux être déjà dans un double process d'acquisition et revente en même temps, ou voilà, ou des primo-accédants, ou simplement un projet de vente également, ouais. Et de location, en fait. Je fais pas que de la vente d'ailleurs, je fais de la D'accord. location, gestion locative et même de la cession de fonds de commerce. Ok, très bien. Et donc, tu disais, tu parlais de crise immobilière. C'est effectivement, tout le monde est au courant et voit bien, alors avec des angles différents, qu'on soit dans le métier, qu'on soit acheteur, qu'on soit vendeur, ça nous impacte tous de manière un petit peu différente. Comment est-ce que toi, ça impacte ton activité? Comment est-ce que tu t'adaptes? Comment est-ce que voilà, est-ce que tu as changé des choses dans ton entreprise par rapport au cycle dans lequel on est aujourd'hui? Et par rapport à celui d'il y a quelques années. Oui. Là, je pense que le maître mot, c'est ça, c'est l'adaptation. En fait, on est déjà, on est dans un contexte qui a beaucoup changé depuis 2 ans. Et déjà, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de règles. Avant, on vivait souvent une saisonnalité dans l'année avec des ventes immobilières qui étaient bien plus importantes sur la période du printemps. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de règles depuis la période du Covid globalement. Donc, on s'adapte en permanence. Alors, on peut pas tout le temps être sur le qui-vive, mais c'est vrai que parfois, on va avoir énormément d'appels en une semaine. On ne sait pas pourquoi, puis plus rien pendant une semaine. Euh, donc, il faut être réactif. Et puis, je dirais un suivi ultra premium des clients, voilà, apporter de la plus-value et vraiment une expérience client. On parle beaucoup d'expérience client, une expérience client plus plus. Ça, c'est vraiment important. Pour moi aussi, ce qui est vraiment important, c'est la transparence vis-à-vis des clients et d'être le plus honnête possible. Parce qu'on parle quand même d'un achat immobilier qui est souvent l'achat d'une vie. Et on ne peut pas se permettre euh, d'omettre des informations ou de tromper le client, parce que ça peut arriver. Donc, par exemple, auprès des clients vendeurs, je vais jamais sur ou sous-estimer un bien parce que je vais me dire que je vais le vendre plus vite ou pour prendre un mandat. Le but, c'est vraiment de travailler en partenariat avec le client et que, on arrive à vendre son bien à un bon prix pour lui, en restant vraiment honnête, quoi. D'accord, très bien. Et alors, tu disais que tu n'avais pas entrepris avec des salariés externes. Néanmoins, tu as une équipe parce que tu arrives à voir les similitudes ou les différences par rapport à une relation de salarié. C'est intéressant, on a plutôt des personnes qui ont des salariés. Oui. Qu'est-ce que ça change? Alors, déjà, pour tout ce qui est... Déjà, j'ai pas de contraintes euh, au niveau juridique ou de charges liées au salariat, puisque du coup, je travaille qu'avec des équipes d'indépendants, donc chacun a son entreprise, sa société. Déjà, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus souple. Ça veut dire qu'on n'a pas de lien hiérarchique. Mhm. Ça peut être moins simple, parce que du coup, c'est à moi de m'adapter à eux. Je vais pas leur imposer qu'on se voit en réunion, je vais pas leur imposer de faire tel ou tel chiffre d'affaires, de travailler tous les jours. J'ai des profils extrêmement différents dans l'équipe.
des gens qui ont des gros objectifs de chiffre d'affaires et qui sont vraiment des producteurs, d'autres qui ont une double activité et qui font ce métier-là par plaisir en plus, des jeunes, des moins jeunes, vraiment des profils très très différents. Donc ça m'a beaucoup demandé. Au départ, moi, je manageais des équipes avant en tant que salarié. Donc c'est extrêmement différent parce qu'on n'a pas cette mainmise en fait justement sur Mm. l'autre. Mais c'est super vertueux parce que bah, déjà, moi, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi en tant que, justement, on parle de coaching, mais c'est vraiment ça. Ça fait beaucoup travailler sur soi. Et ça me permet aussi ce qui m'anime moi vraiment dans ce rôle-là que j'ai aujourd'hui, c'est de voir leur succès. Quand Mm. je vois aujourd'hui la transformation de certaines personnes dans l'équipe, de quoi ils sont partis et comment ils sont aujourd'hui personnellement, hein, pas qu'en termes de Mm. business, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui m'anime. Ils ont beaucoup travaillé sur eux aussi, ils ont pris confiance et puis voilà, le fait de bosser pour eux. Donc on n'est pas du tout en concurrence, au contraire, on travaille vraiment les uns avec les autres et on utilise les compétences de chacun au service de l'équipe, quoi. Super. Et tu m'as dit en préparation que tu aimes bien être drivé par objectif. Est-ce que tu as des objectifs pour ton entreprise, une ambition vers laquelle tu te diriges? Oui, alors c'est vrai que j'aime beaucoup fonctionner bah, à la vision et à l'objectif. Pour moi, si on est entrepreneur, on doit avoir une vision, un axe un peu clé, savoir là où on veut aller, quels sont voilà, comment on s'imagine dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, c'est vraiment important. Et donc après, de dérouler des objectifs par rapport à cette vision. Euh, donc là, mon objectif principal de cette année, c'est justement de jouer sur cette opportunité liée au marché. J'ai pu intégrer cette année quelques profils professionnels de l'immobilier, parce qu'en fait, je vais avoir un peu deux catégories de, de conseillers dans l'équipe. Des personnes qui sont en reconversion, donc vraiment qui apprennent le métier et qui partent de zéro, et puis des professionnels de l'immobilier qui sont déjà aguerris et qui ont un portefeuille client. Ça, c'était des profils qu'on avait plus de mal à avoir avant. Aujourd'hui, comme quelques agences ont dû mettre la clé sous la porte justement à cause de frais de structure importants, vu le contexte, bah, ces personnes-là qui souhaitaient continuer à exercer, on a pu voilà, leur proposer cette opportunité-là. Donc ça, c'est voilà, mon objectif cette année, c'est d'intégrer plus de professionnels de l'IMO et puis aller un peu plus que doubler l'équipe. J'aimerais bien qu'on arrive à 50. Top. Qu'est-ce que ça change cette évolution donc tu démarré il y a 5 ans toute seule. Aujourd'hui, tu as une équipe d'une bonne vingtaine de personnes. Tu vises 50. Comment est-ce que tu vois évoluer ton rôle de chef d'entreprise, de manager, coach? Est-ce que ça Mm, fait une différence sur la répartition de ton temps, sur les complètement. compétences que tu dois développer aussi? Quels sont tes apprentissages sur tout ce chemin-là? Oui. C'est très différent. Ça me demande aujourd'hui l'animation de l'équipe représente la majorité de mon temps de travail, je dirais bien 60%. Ouais. Pour autant, je dois rester sur le terrain et c'est aussi ce qui me plaît. Déjà parce que pour les former, il faut que je reste compétente et comme c'est un marché qui évolue en termes économiques, juridiques, on est obligé de continuer à bosser sur le terrain pour bien former ses équipes. Mhm. Euh, après, enfin, j'aime bien toujours avoir de nouvelles opportunités. Donc, je vais beaucoup travailler à l'intégration et à la survie sur le long terme et à la bonne vie sur le long terme de chacun des collaborateurs. Donc, avec des parcours de formation bien spécifiques, des suivis sur le long terme. En fait, on les laisse pas. Voilà, on est indépendant. Pour autant, on travaille vraiment en équipe et il y a un vrai esprit d'équipe. Ouais. Oui, naturellement, j'imagine par la façon dont doit être structurée la répartition de la valeur, etc. J'imagine que vous avez des objectifs qui sont communs, qui vont dans la même direction, quoi.
Oui et non, parce qu'en fait, chacun fixant ses objectifs, si certains n'adhèrent pas à l'esprit de l'équipe, en fait, ils peuvent très bien continuer à bosser seuls. Moi, je leur propose. Après, voilà, ils décident ou non d'adhérer. En général, ils se rendent compte que c'est plus malin et vertueux qu'on arrive à travailler ensemble parce que ça leur apporte vraiment beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, finalement, c'est pas que de l'information descendante. Dans l'équipe, on travaille énormément aussi de manière horizontale et je vais avoir des profils qui collaborent entre eux. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais par leurs compétences complémentaires ou leur secteur, ils vont pouvoir vraiment travailler de manière intelligente ensemble et s'apporter les uns les autres. Quand tu te projettes vers ton ambition là, de au moins doubler la taille de l'équipe, euh, quelles compétences tu penses devoir développer? Quels sont tes apprentissages ou quelles sont les choses que tu aimerais déjà savoir faire pour te rendre la vie plus facile? Hmm. Encore plus d'organisation. Gestion du temps, on en parlait un peu tout à Ouais. l'heure, mais oui, ça c'est vraiment pareil. C'est en fait quand on est entrepreneur, on a une vie, mais c'est même pas une vie pro. Voilà, je comprends aujourd'hui qu'un chef d'entreprise, ben, sa société c'est son bébé et ça ne correspond pas qu'à la vie pro, hein. Ça a un impact sur notre vie perso tout le temps. Donc je ouais, faut vraiment être organisé. Et puis pour moi, je dirais travailler, j'y ai beaucoup travaillé déjà, mais j'ai encore des progrès à faire sur le leadership et la capacité à emmener des profils très différents, individuels, vers justement un objectif commun. Hmm. Ok. Top. On arrive déjà à la fin de ce format qui est assez court. Est-ce qu'il y a une question, un sujet qu'on n'a pas abordé et sur lequel tu voulais t'exprimer? Peut-être l'évolution du contexte. Je pense que ça peut Ouais. être intéressant pour en ce moment, parce que beaucoup de clients nous posent des questions et bah, je vais satisfaire tout le monde. Je ne sais pas répondre. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que on est quand même, je pense, sur un marché qui est favorable, parce que là, À qui? ah, ben, plutôt aux acquéreurs, ou alors quand on est sur un double projet de vente et acquisition. Puisque Hmm. finalement, quand on vend, même si les prix ont baissé depuis 2 ans, on va récupérer quelque part ce qu'on a perdu parce que les prix ont baissé et parce que les acquéreurs peuvent négocier beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Là où c'est assez incertain, c'est qu'effectivement, on a du mal à se projeter sur du moyen long terme, notamment vis-à-vis des taux d'intérêt, parce que voilà, ils ont bien baissé, donc ça c'est très bien et c'est vrai que c'est vraiment le moment. C'est pour ça que je dis aujourd'hui aux acheteurs, allez-y et franchement n'hésitez pas, même si vous faites une négo, ben, tentez le coup. Euh, mais bah, finalement, on se rendait compte qu'on avait l'impression que les taux allaient continuer à baisser, en tout cas à minima sur le premier trimestre. Et là, on observe depuis récemment que certaines banques commencent à réaugmenter très légèrement leurs taux. Donc voilà, ça reste une question, ça va pas non plus drastiquement changer, mais en tout cas, peut-être que finalement, on ne redescendra pas sur des taux attendus autour de 3% sur ce premier trimestre. Très bien. Eh ben, merci pour cet éclairage, effectivement, dans un contexte où c'est difficile de lire, mais c'est un peu toujours le cas Ouais. avec l'immobilier, qu'il soit à la hausse, à la baisse, ou voilà. Donc, merci encore d'avoir partagé ton expérience, encore une fois, dans une entreprise avec un type de management assez différent de ce dont on a l'habitude. Donc, merci pour cet éclairage. Et puis, à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Merci, Amandine. Merci à toi, Benjamin. Merci beaucoup.